Nous sommes le 14 février 1990. Vous êtes dans l'une des salles de contrôle de mission des sondes Voyager. L'instant semble suspendu dans le temps. Sur votre écran, lentement, vous voyez apparaître un cliché. Un cliché d'apparence très simple, un fond noir, avec des rayons de soleil, et à un endroit, difficilement on distingue un petit point bleu. The Pale Blue Dot, comme l'appellera Carl Sagan. La mathématosphère. Salutations visiteurs et bienvenue dans la mathématosphère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous intéressons aux grandes photos de l'histoire spatiale. De la première photo prise dans l'espace en 1946 jusqu'aux photos des astres éloignés et même plus loin encore. Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire de ces clichés impressionnants et des instruments scientifiques de pointe qui nous ont permis de les prendre. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux blocs de l'Est et de l'Ouest se sont arrachés les scientifiques allemands. Même si ça fait du mal à admettre, il faut quand même reconnaître que, en termes d'innovation spatiale, l'Allemagne nazie a apporté une très grosse contribution. La suite, vous la connaissez. Course à l'espace, etc., les missions Apollo, tout ça. C'est dans ce contexte que l'on retrouve la première candidate du jour. Laissez-moi vous présenter la première photo de la Terre prise depuis l'espace. Prise le 24 octobre 1946 par un appareil photographique installé dans une fusée Aggregat 4, plus connue sous le nom de missile V2, lancée par l'armée américaine depuis le Nouveau-Mexique. Elle est le premier cliché pris au-delà de la limite de Kármán. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette photo, si ce n'est que c'est bien la première photo prise de la Terre depuis l'espace. Faisons un petit tour depuis chez les Soviétiques. Comme vous le savez sûrement, la Lune est en rotation dite synchrone autour de la Terre. C'est-à-dire qu'elle met autant de temps à faire un tour autour de la Terre qu'à faire une rotation sur elle-même. De ce fait, elle présente à la Terre toujours la même face. Et c'est le 7 octobre 1959 que la sonde Luna 3 a pris pour la première fois une série de photos de la face cachée de la Lune. Sur la quantité de photos que la sonde soviétique nous a envoyées, seulement 17 étaient exploitables et ils couvraient 2 tiers environ de la surface de la face cachée. Ainsi, à partir de ces photos, on a pu concevoir le premier atlas lunaire. Cette sonde de 280 kg était partie 3 jours plus tôt de Baïkonour au Kazakhstan et était partie à bord d'un lanceur Luna, un dérivé du missile balistique intercontinental soviétique R-7 Semyorka. Missile qui a d'ailleurs donné naissance par la suite à toute la série des lanceurs soviétiques, à quelques exceptions près, et qui est d'ailleurs aussi l'ancêtre aujourd'hui du Soyouz. Luna 3 finit sa course aux environs de mars 1960 par une rentrée atmosphérique non contrôlée évidemment. Parlons à présent d'un cliché bien plus impressionnant. Pris le 22 octobre 1975, il nous vient d'un autre monde, d'un enfer comme on en voit rarement. Je vous parle ici de la première photo de la surface de Vénus, prise par la sonde Venera 9, une autre sonde soviétique, qui est la première sonde soviétique à avoir réussi et à se poser sur Vénus et à nous envoyer une photo. Les autres qui se sont posés avant n'avaient pour certaines pas d'appareil photo ou simplement n'ont pas réussi à nous envoyer leurs photos. Il faut bien se représenter les conditions de grands malades dans lesquelles arrive la sonde. Avec une température de surface de 460 degrés et une pression 92 fois supérieure à celle de la Terre, Vénus est l'une des planètes et certainement la planète tellurique avec les conditions les plus dures à sa surface. Venera 9, qui était pourtant littéralement un tank volant, a tenu 53 minutes à sa surface avant de rendre l'âme. Et c'est déjà une prouesse. Durant ces 53 minutes d'opération, elle effectua différents relevés de température, de pression, etc., de mesures à la surface, et elle prit notamment cette photo. Le 24 décembre 1968, William Anders prend une photo depuis le module de commande de Apollo 8. Il sera plus tard baptisé lever de terre, bien que le terme lever de terre soit inapproprié car il faut nécessairement être en mouvement par rapport à la surface de la Lune pour assister à un lever de terre. Apollo 8 était la première mission habitée à survoler la Lune. 4 ans plus tard, le 7 décembre 1972, l'équipage d'Apollo 17 prend un autre cliché resté célèbre, la Bible. Bon, en vrai, quand ils l'ont prise, elle ressemblait plutôt à ça. Le pôle sud est ici en haut à cause de l'orientation du vaisseau au moment de la prise de vue. 4, 3, 2, 1. MDS, we have ignition, we have a liftoff.
En 1977 décollent les sondes Voyager. Elles sont les premières à photographier Uranus et Neptune de près. En revanche, les photos dont nous allons parler aujourd'hui, bien que bien moins belles, ont une portée philosophique bien plus grande. Mais d'abord, parlons un petit peu du déroulement des missions Voyager, et notamment Voyager 1, puisque c'est elle qui a pris la photo dont nous allons parler. Voyager 1, une sonde de 720 kg environ, décolle de Cap Canaveral en Floride le 5 septembre 1977. Partie quelques mois après sa jumelle Voyager 2, elle arrive cependant 3 mois avant dans le système jovien, Jupiter, à cause d'une trajectoire beaucoup plus tendue et d'une vitesse un petit peu supérieure. Elle arrive donc dans le système jovien le 14 septembre 1978 où elle effectuera différentes observations de la géante gazeuse et de ses lunes. Elle en repartira et on profitait évidemment d'une grande assistance gravitationnelle et donc pris beaucoup de vitesse quelques mois plus tard. Elle arrive près de Saturne le 10 novembre 1980 et pareil, elle y restera quelques semaines pour prendre des photos de la géante gazeuse et de ses lunes. Après cela, malheureusement, ayant cherché à faire des observations de certaines lunes, et du coup s'étant un petit peu sortie de la trajectoire initialement prévue, elle est catapultée sur une trajectoire qui la fait largement sortir du plan de l'écliptique, et donc qui l'empêchera par la suite d'observer d'autres géantes gazeuses. La voilà donc maintenant catapultée vers l'espace intersidéral, avec aucune chance de retour proche. Pour se fournir en énergie, les sondes Voyager n'utilisaient pas de panneaux solaires comme la plupart des sondes conventionnelles, puisque la distance qui était prévue avec le Soleil étant trop grande, les panneaux solaires ne seraient pas efficaces. Elles sont donc équipées de RTG, c'est-à-dire des sortes de mini-centrales nucléaires à radioisotopes. Ainsi donc, 10 ans plus tard, les sondes ayant perdu beaucoup en puissance, il est décidé de couper certains appareils non essentiels sur les sondes. Parmi ces appareils sur Voyager 1 figurent les deux caméras couleurs, une caméra grand angle et une caméra avec un objectif plus standard. Avant de les éteindre définitivement, il est donc décidé de prendre la série de clichés que je vous présente, qui sera retenue par l'histoire sous le nom de portrait de famille. On y voit successivement Vénus, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mars et Mercure étant cachés par les rayons du Soleil à cause de la position de la sonde au moment de la prise de vue. Pour les plus frustrés d'entre vous, et j'en fais partie d'ailleurs, il est un petit peu triste qu'il manque des planètes. Et rassurez-vous, il existe un autre portrait de famille pris en 2010 par la sonde Messenger, sur lesquels on voit successivement Mercure, Vénus, la Terre et sa lune, Mars, Jupiter et les 4 lunes galiléennes, c'est-à-dire Callisto, Ganymède, Europe et Io, Saturne. Uranus et Neptune se trouvent bien sur les clichés, mais elles ne sont pas distinguables à cause de la distance. Si vous avez regardé Interstellar, vous avez certainement vu Gargantua. Ce genre de représentation n'existe qu'en images de synthèse évidemment. En revanche, laissez-moi vous présenter deux photos de trous noirs bien réels. La première, prise le 10 avril 2019, représente M87 étoile, le trou noir supermassif situé au centre de la galaxie M87. Alors, évidemment, le terme photo est un petit peu trompeur ici, puisque quand on photographie un trou noir, en réalité on récupère les ondes radio émises par son disque d'accrétion. On fera plus tard, évidemment, rassurez-vous, un sujet sur les trous noirs pour vous expliquer exactement les termes de disque d'accrétion en raison des événements lentilles-gravitationnelles, etc. Pour vous rendre compte de la prouesse, dites-vous que ce trou noir se situe à environ 50 millions d'années-lumière de nous. L'autre trou noir que je voudrais vous présenter, Sagittarius A étoile. Le trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée, notre galaxie. Étant beaucoup plus petit et donc beaucoup moins massif que M87 étoile, le traitement d'image a pris beaucoup plus de temps, même si les captations ont été faites au même moment. Enfin, il serait criminel de finir cette vidéo sans parler de James Webb, qui n'est pas une image à proprement parler, mais un télescope spatial. Un télescope spatial un petit peu hors du commun, de par plusieurs causes. Tout d'abord, son positionnement. Il a été placé en orbite à proximité du point de Lagrange 2. Je ferai plus tard un sujet sur les points de Lagrange et vous vous rendrez compte que votre conception de ces points est certainement erronée. Mais sachez que c'est en tout cas un point instable, c'est-à-dire qu'un objet qui est placé tend à quitter cette orbite.
Il existe d'autres points de Lagrange qui, eux, sont dits stables, c'est-à-dire qu'un objet qui se trouve à proximité tend à se rapprocher du point de Lagrange. En plus de ça, ce télescope, vous le voyez sur la photo, est recouvert d'un miroir doré. Pourquoi? Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais prendre une photo sur un miroir doré, c'est un peu de la merde. Sauf si la photo vous la prenez en infrarouge. Et c'est exactement ce que fait James Webb, il observe le ciel dans une longueur d'onde des infrarouges. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On n'a évidemment pas parlé de toutes les grandes photos de l'histoire spatiale, on aurait pu par exemple évoquer la sonde Cassini-Huygens qui a pris des photos de Saturne, ou même la sonde Juno qui a pris des photos de Jupiter. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, et à bientôt dans la mathématosphère.